Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point sur le classement UCI. De manière un petit peu exceptionnelle, j'enregistre aujourd'hui l'émission parce que c'est pas trop pratique pour une diffusion en direct aujourd'hui en fonction de mon emploi du temps et des disponibilités aussi des gars. Donc aujourd'hui, de manière exceptionnelle, comme je l'évoquais, il n'y a pas d'émission en direct, donc forcément je ne pourrais pas être interactif par rapport à vos commentaires. Bref, aujourd'hui on est mardi et comme d'habitude, chaque mardi, on évoque le classement UCI avec pas mal de changements justement durant les 7 derniers jours. Et comme on en a l'habitude, on va partir sur le classement 2025 et ensuite on ira sur le classement cumulé. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le classement normal entre guillemets, c'est-à-dire le classement de la saison 2025 disponible grâce à nos amis de First Cycling. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous ayez un bel aperçu de ce classement, donc version 2025, classement mis à jour aujourd'hui, donc à la date du 13 mai. Alors, si on va se pencher un petit peu sur les petites nouveautés, encore une fois grâce à nos partenaires de First Cycling, avec les petites flèches qui s'affichent et qui nous permettent de pouvoir observer les différentes tendances, les différentes évolutions. On va commencer par le top 10. Dans le top 10, il n'y a pas grand-chose à signaler. Vous le voyez, dans les 11 premières équipes, il n'y a absolument aucun changement en termes de hiérarchie. On va juste noter quand même la belle saison toujours de la structure UNOX, qui est 10e au mois de mai au classement UCI. Et c'est plutôt une belle performance. Bref, si on met un petit peu ça de côté, qu'on se concentre donc sur la lutte pour le top 30 et pour les places donc en, comment dirais-je, les invitations automatiques pour les grands tours de la saison prochaine. À noter qu'il y a une petite nouveauté, elle n'est pas prise en compte encore au niveau du classement UCI parce que vous ne le savez peut-être pas, mais même si à l'instant T Astana est passé, et ça c'est un peu l'événement du jour, devant la Team Picnic, en termes de classement UCI, elle n'est toujours pas affichée devant parce que le total des grands tours n'est comptabilisé qu'à la fin justement de ce grand tour. Donc Astana a marqué pas mal de points déjà sur le Giro, mais les points, si vous posez la question, ne seront pas ajoutés officiellement au classement UCI avant la fin du Tour d'Italie. Donc Astana est devant, mais les points ne sont pas comptés. Pourtant, ils sont là, on ne peut pas les retirer une fois que les amendes ou les pénalités sont passées. Donc, virtuellement, Astana est bien devant la Team Picnic. Donc, pour notre calcul, on va plutôt faire comme si Astana, justement, n'était plus relégable, parce que c'est ce qui va rendre la chose un petit peu intéressante. Non pas la descente de Picnic, bien entendu, on n'a absolument rien contre eux, bien au contraire. Mais voilà, ça nous permet d'évaluer un scénario un petit peu différent. Scénario au sein duquel Astana n'est plus relégable, donc je la mets de côté, ça veut dire que c'est Picnic qui descendra à leur place. Et vous le savez, en ce qui concerne les invitations pour les grands tours de la saison prochaine, c'est logiquement les 3 premières qui seront invitées. Pour la troisième, sous réserve de validation, bien entendu, officielle de la part de l'UCI et des différentes instances dirigeantes, enfin décisionnaires en tout cas à ce niveau-là pour être plus précis. Donc la première Pro Team l'an prochain, ce serait une OX 4473 points, une belle marge d'avance par rapport à ses concurrentes. La deuxième, qui raflerait donc pas mal d'invitations, c'est la Q36.5, 3002, donc vous voyez qu'il y a quand même 1200 points d'écart entre une OX et Q36.5, ce qui représente déjà un bel avantage. Difficile d'imaginer une OX ne pas être invitée automatiquement un petit peu partout, parce qu'il y a quand même, comme je le disais, une petite marge d'avance. Et la troisième wildcard, donc l'invitation automatique, irait à Tudor Pro Cycling, qui est troisième donc, de ce classement Pro Team. Donc pour l'instant, cette remontada d'Astana fait les affaires des deux formations suisses Q36.5 et Tudor, des Norvégiens du NOX, qui se retrouveraient donc invités automatiquement sur toutes les courses du World Tour de la saison prochaine. Les grands perdants du jour, ça serait la Team Picnic. Ils sont 23e au classement UCI. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont, si je calcule bien, donc en rajoutant bien entendu Q36, Tudor et UnoX, puis Arkea, ça fait 4, et donc Picnic ne serait que la cinquième structure de Pro Team et n'aurait donc
aucune garantie d'avoir des invitations pour la saison prochaine, que ce soit pour les grands tours, la Vuelta, le Giro ou le Tour de France, ou bien tout simplement les courses d'un jour du calendrier de première division. Donc gros coup dur pour l'instant pour la Team Picnic, qui si elle ne se reprend pas, risque d'avoir de cruelles désillusions donc à la fin de la saison. Voilà en ce qui concerne la lutte pour les invitations. On va ensuite descendre un petit peu plus pour aller parler de, comment dirais-je, de la lutte pour le top 30, parce que là aussi c'est assez intéressant. Je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas la règle, pour être invité à un grand tour la saison prochaine, donc en 2026, il faut terminer dans ce fameux top 30 du classement UCI. Et là, il y a une grosse bataille. Cara Rural est 25e, comme je l'ai déjà évoqué, ça paraîtrait quand même assez curieux qu'ils ne soient pas invités automatiquement grâce à leur classement UCI. Il y a quand même un effectif qui est intéressant sur le papier, on l'a encore vu ce week-end en Bretagne. En plus, je l'ai déjà mentionné, la Cara Rural va participer au Tour d'Espagne avec Burgos, donc ça fait des points un petit peu gratuits entre guillemets, même si rien n'est facile forcément. Il y a toujours une différence entre ce qu'on fait sur le papier et bien entendu la réalité du terrain. Mais pour Cara Rural et Burgos, normalement on est plutôt serein au moment d'envisager la deuxième partie de la saison. Idem pour Unibet Tietema, qui a quand même un effectif assez intéressant sur le papier, qui a déjà 1666 points. Donc normalement on devrait être un petit peu plus tranquille. Là où on va commencer à s'inquiéter un petit peu, ça va être à partir de la 28e place. Si je redescends un petit peu le classement en scrollant sur ma souris, Kern Pharma a 1251 points. Alors certes, vous allez me dire qu'il n'y a que 160 unités d'écart avec Burgos et que je dresse du coup un constat qui est différent par rapport aux deux formations. La différence, je la situe dans le fait que la Kern Pharma cette année ne va pas participer au Tour d'Espagne. Donc il y a un paquet de points gratos qui s'envolent en cours de route. Et mécaniquement, ce qui ne vous renforce pas, eh bien, se retrouve en faveur de vos concurrents, puisque Burgos et Cara vont participer au Tour d'Espagne, vont pouvoir aller scorer sur le top 15 de chaque étape de la Vuelta, et c'est un avantage que n'a pas l'équipe Kern Pharma cette année, donc c'est pour ça que je les positionne sur un plan un petit peu différent. Ensuite, on a Solution Tech Vinifantini qui continue à ramasser des points faciles. Il y a eu le tour de Kumano qui a été remporté par Mark Stewart. Dusan Rajovic, leur sprinter maison, a lui remporté 3 étapes. Donc, vous voyez, la Solution Tech Vinifantini, elle n'a pas un effectif qui fait rêver, loin de là même. Mais grâce à une très belle optimisation du calendrier, on a déjà 1158 points, ce qui ne reflète pas du tout la valeur de l'effectif. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste que bravo à eux parce qu'ils savent jongler avec un effectif qui n'est pas très bon et des courses accessibles à leur niveau qu'ils sont allés gagner. Donc le résultat, il est que certes sur le papier, Solution Tech est moins forte que Bardiani et Volti, mais elle est devant au classement UCI. À voir si ça dure, si ça perdure avec le Tour d'Italie, parce que la réflexion que j'avais sur le Tour d'Espagne, elle est également vraie par rapport au Giro. Bardiani et Polti sont présents au Tour d'Italie. Ils vont pouvoir faire des points un peu tranquillement, mais si je peux m'exprimer ainsi. Une 7e, une 6e place, une 9e, une 12e place sur des étapes, ça grimpe vite. Donc logiquement, au moins la Bardiani doit passer devant Solution Tech Vinifantini à la fin du Giro, parce qu'à la fin du Giro, on remet les compteurs à zéro, on va toujours avoir Solution Tech qui va aller faire des courses à droite et à gauche, et chez Bardiani, on va avoir un effectif qui est un peu rincé de son Tour d'Italie, donc tout l'enjeu c'est de repasser devant avant la fin du Giro, et ça va être l'objectif de Bardiani, qui est 30e, donc pour l'instant tout va bien. Par contre, pour Polti, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même, vous le voyez, 350 points quasiment d'écart avec Solution Tech. Donc ça veut dire qu'il va falloir effectuer un gros tour d'Italie, faire au moins 350 points jusqu'à l'arrivée à Rome pour au moins rattraper Solution Tech. L'effectif en plus, je trouve, est moins bon que celui de la Bardiani. D'ailleurs, ça se traduit au classement. Donc il ne va pas falloir chômer en cours de route, clairement, pour la Polti. Parce que, comme je l'évoquais, eh bien, à partir du mois de juin, d'un côté, on aura un effectif fatigué par son tour national, et de l'autre, eh bien, des coureurs qui vont retourner en Europe de l'Est, qui vont retourner en Asie pour aller faire des points faciles, entre guillemets. Donc attention pour la Polti. Je pense que ça peut être les grands perdants
de cette année 2025 et de la course donc au top 30. Euskaltel, ça sera les perdants, je pense, parce que pour moi, ils n'ont pas l'effectif pour lutter. En plus, eux non plus n'ont pas le Tour d'Espagne. Et en plus, ils sont quand même assez largués. Il y a 350 points quasiment d'écart avec le top 30. Un effectif qui est moins bon que ses concurrents. Aucun grand tour pour tenter d'inverser la vapeur. La majeure partie, en plus des courses espagnoles, sont déjà passées. On sait qu'en Espagne, le calendrier est très dense en janvier et février notamment, donc c'est ce qui peut vous procurer un avantage, mais qu'ensuite ça se tasse un petit peu. Certes, il y aura des courses cet été, mais voilà, il n'y a plus de grosses séquences espagnoles où on est en possibilité d'aller marquer des gros points. Et ces courses-là, en plus espagnoles de l'été, bien, la plupart, il y a quand même du bon monde au départ. Je pense au Tour de Burgos, je pense à la Classica San Sébastien, etc. Il y a quand même une grosse concurrence, donc pas de points faciles à faire. Attention donc à Euskaltel, qui normalement devrait se retrouver hors du top 30 en fin de saison. Ensuite, si on continue, il y a des équipes qui logiquement ne devraient pas trop jouer. Je vais mettre un bémol sur trois d'entre elles, je vais les citer. Il y a la Leaning Star, qui est plutôt assez surprenante depuis le début de l'année, qui brille par son niveau, mais aussi la faiblesse sur des courses auxquelles elle participe. Il y a des points faciles qui se sont pris. On verra jusqu'où ça les mène. Est-ce qu'ils seront en capacité d'aller choper une 30e place? J'en suis pas certain, mais attention, parce qu'on a du King Kailek en juillet qui rapporte plus de 200 points au vainqueur. Il y a un paquet d'étapes en plus au King Kai. 20 points, si je dis pas de bêtises, à chaque vainqueur d'étape. Donc ça pourrait permettre d'inverser la tendance. Il y aura d'autres courses, il y aura le Langkawi, il y a plein de petites courses en Chine qui revoient un petit peu le jour. Il y en aura en Indonésie, etc., etc. Donc des opportunités pour les Star, pour Terengganu aussi, qui est équipe pour laquelle on peut dresser le même constat, parce que finalement il n'y a que 80 points d'écart, même pas 75 je crois, entre les deux structures. Et forcément, on va aller faire des points pour ces équipes. Il y aura des championnats nationaux aussi, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, des effectifs où il y a plusieurs nationalités, donc plusieurs possibilités d'aller marquer des gros points. Donc je pense qu'il sera intéressant de faire un point à la fin du mois de juin, après les championnats nationaux, pour toutes ces équipes continentales qui sont à la lutte, parce que je le rappelle, pour être invité sur toutes les points 1 et les points 2 de la saison suivante en Asie, il faut terminer dans le top 3. Donc pour l'instant, c'est Ukyo, Leaning Star et Thaïlande continentale, mais derrière, Terengganu, China Glory et Rurai n'ont pas dit leur dernier mot. Donc il y a 6 équipes pour 3 places. D'ailleurs, j'ai oublié de citer Ukyo tout à l'heure. Il y a aussi un bel effectif. Il faudra voir où ils en sont à la fin j'allais dire du Tour d'Italie, mais non, des championnats nationaux et faire un petit point en effet sur qui peut prétendre vraiment à ce top 30 chez les Conti. Je pense que déjà, après les scènes, on aura quand même un bel aperçu de qui peut jouer un petit peu et qui peut embêter les pro teams. Parce que je le rappelle, pour l'instant, dans le top 30, il n'y a que des pro teams. Il y a déjà deux déçus au minimum. Donc pour l'instant, c'est Polti et Euskaltel, deux équipes qui ne pourront pas postuler à un GT l'année prochaine. Mais si jamais, par malheur pour elles et par bonheur pour les Conti, une d'entre elles venait à intégrer le top 30, c'est-à-dire qu'il y aurait une troisième pro team qui se retrouverait éjectée. Donc peut-être Kern Pharma, peut-être Solution Tech, peut-être Bardiani, qui semblent pour l'instant être les plus en danger. Donc attention pour ces équipes-là. Il ne faudrait surtout pas penser qu'en Conti, on s'en fout du top 30. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce point de règlement. Mais autant Medellin, ils sont sereins parce que c'est un petit peu les seuls à jouer sur le continent américain. Par contre, en Asie, c'est pas du tout la même chose. Je l'ai évoqué, je le répète, désolé, mais je pense que c'est vraiment un élément important, un aspect important en tout cas. Il y a 6 équipes pour 3 places. Donc forcément, il y aura une émulation, on va tirer un petit peu partout, on va aller faire des points sur tous les championnats nationaux. Et je le rappelle, il y a jusqu'à la fin de la saison un paquet de courses sur le continent asiatique. Et ça aussi, ça va être forcément à prendre en compte. D'ailleurs, si on non, on n'a pas de tri sur First Cycling par rapport à ça, mais si je vais chercher un petit peu le calendrier du mois de mai, je ne l'ai pas encore fait, donc je peux le faire là, ça permettra de vous donner un aperçu. On a un tour du Japon qui va durer une semaine euh, tout au long du mois de mai, donc ça va faire des points faciles à prendre. Il y a un tour d'Iran, s'il a lieu, c'est une 2 points. Une 2 points, ça veut dire que c'est plus de 100 points au vainqueur. Donc ça peut être des points faciles, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui aille s'aventurer en Iran. On a un Tour d'Albanie où on va retrouver aussi peut-être des coureurs de la solution tech Vini Fantini, je pense à Rajovic notamment, donc potentiellement des points. Si j'avance un petit peu vers le mois de juin,
Pour citer un petit peu les courses, là, il y a une course en Corée du Sud, pareil, 4 jours. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est 50 points en vainqueur et ça peut être des points faciles à faire parce que c'est le top 10 qui score. Ensuite, on a un tour de la Yellow River, là, 2 jours pour une course justement par étape. C'est un peu jackpot, pareil, sur 2 étapes, un classement général, 50 points au vainqueur du général. Si on avance ensuite, encore une fois, un petit peu au mois de juillet, on va s'apercevoir qu'on va courir en Turquie, qu'on se retrouve souvent des structures comme Terengganu, par exemple, en Turquie. Ensuite, il y a ce fameux King Kailek qui dure plus d'une semaine ou une semaine tout pile cette année. 2 points pro, c'est-à-dire 200 points au vainqueur minimum, sans compter les succès d'étape, les ports de maillot de leader, etc. On a une course d'un jour au Japon le 13 juillet. Et ainsi de suite, on va retrouver donc des épreuves. Là, il y en a une en Indonésie qui traîne, pareil, 4 jours pour une 2.2, c'est des points faciles. Il y a un paquet d'épreuves en Pologne aussi, c'est pas le même continent, mais parfois on peut retrouver certaines structures qui vont aller marquer des points. Vous voyez qu'il y a un Tour d'Ankara, il y a un Grand Prix de Hongrie. Et si je continue d'avancer un petit peu, eh bien on va s'apercevoir qu'on va retrouver pareil, là une 2.1, la Trans-Himalaya, il y a 5 jours de course, pareil, plus de 100 points au vainqueur, des points faciles à faire. On retrouve le Tour de Konya en Turquie. Il y a des courses sur l'île Maurice pour voir qui est au départ. Encore pas mal de courses, comme vous le voyez, hein, sur le territoire de la Turquie. Et si je continue à avancer vers le mois de septembre, on retrouve encore une fois un Tour d'Istanbul, où là, il y aura peut-être un petit peu de monde. Mais il y a un Tour de Shanghai, il y a un Tour de Maroc, pareil, du Maroc, pardon, il y a un Tour de Binzhou, 2 jours, pareil, pour une 2.1. Ça, c'est plutôt jackpot également. On retrouve un tour de Wangshan, une 2 points, pareil, qui va durer 3 jours. Un tour de Poyang qui lui dure 11 jours. Donc imaginez le nombre de points possibles sur les étapes. Donc tout ça mis bout à bout. J'ai failli oublier le Langkawi aussi qui aura lieu à la fin du mois de septembre, qui est en Pro Series. Et puis je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a la Oita Urban Classic, une dernière course. Il y aura Taiyou aussi en Chine. Il y aura un petit nouveau, le tour de Mentougou en Chine. Enfin, le Guangxi, lui, ne sera pas accessible aux structures, comment dirais-je, de Conti. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y aura quand même un très très beau calendrier asiatique pour toutes ces structures qui pourront marquer un paquet de points, donc tout au long de la saison sur leur continent. Bref, on laisse un petit peu ce top 30 avec une lutte qui sera intéressante et à suivre forcément semaine après semaine, avec, comme je le disais, un petit peu le point d'orgue, je pense, le vrai moment qui permettra un temps de passage intéressant, ce sera les championnats nationaux. Bref, le classement cumulé, désormais, entre Cofidis et Picnic, statu quo, j'ai envie de dire, et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe Cofidis. On l'a évoqué un petit peu avec Seb hier lors de l'émission récapitulative du week-end. Il y avait 4 courses en Bretagne, avec une concurrence pas folle, notamment lors des 2 premières épreuves. Il y avait jeudi les boucles de l'Aune, vendredi le Tour du Finistère, samedi le Grand Prix de Plumelec et dimanche le Trobro-Léon. 4 épreuves, donc avec une concurrence pas folle comme je l'ai évoqué, 4 possibilités donc normalement pour Cofidis de marquer des gros points. J'imagine que dans leur tableau de marche, on avait peut-être ciblé 300 ou 400 points minimum sur l'ensemble du week-end, ce qui n'était pas forcément énorme non plus, hein, parce qu'il y avait quand même un effectif qui était intéressant. On avait Alex Aramburu sur certaines épreuves, on avait Brian Coca, on avait Aimé Derent, etc. Jesus et Rada, donc normalement la possibilité d'aller scorer. Mais le gros problème, alors, sauf si je dis une bêtise, et si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais bon, ça va au moins vous donner un ordre de grandeur. Si j'ai bien calculé ce week-end, il faudrait que je reprenne mon calcul. Je crois qu'ils ont mis 83 points Cofidis et que tous ne compteront pas. Je crois qu'il y a 3 points. Je me demande si c'est pas Oliver Knight qui ne figure pas dans leur top 20 des scoreurs. Donc ça ferait 80. Sous réserve, bien entendu, d'une erreur de ma part. Donc, mais à la marge, voilà à peu près l'ordre de grandeur. 80 points sur 4 courses. Ça fait 20 points, 20 unités par épreuve. Vu la concurrence qu'il y avait sur chacune d'entre elles, c'est pas forcément très cher payé, alors qu'on a fatigué un effectif. Picnic avait choisi de faire l'impasse. Picnic a eu raison, au regard des résultats, de faire l'impasse, parce que pendant que Cofidis s'est usé, entre guillemets, sur ces 4 courses, eh bien Picnic a pu récupérer, en perdant finalement très peu de plumes. Donc, on a toujours cet écart de 600 points, ce qui est une bonne nouvelle pour Picnic. Ça va être serré de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Le Giro devrait nous donner quelques clés aussi, parce que Max Poul fait plutôt un très très bon début de Tour d'Italie.
et pourrait à lui tout seul permettre à Picnic de remonter sur la structure française. Donc on verra bien ce qu'il en est. Ça va être un petit peu le fil rouge, je pense, de ce classement, puisque Astana, pour moi, sera largement devant à la fin de la saison, sauf incident, bien entendu, s'il y avait un élément extra-sportif qui venait s'intégrer au calcul, si vraiment on avait les 5 leaders qui se pétaient un truc et qui n'étaient pas dispo jusqu'à la fin de saison. Bref, mais dans des conditions normales, Astana, normalement, sera même, je pense, devant Intermarché à la fin de la saison au classement. Astana, ça peut vous paraître bizarre d'ailleurs, est toujours derrière Picnic. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission, c'est vrai qu'on a titré en plus dimanche que Astana n'était plus relégable, mais virtuellement, elle ne l'est pas. C'est juste que là, le calcul que j'ai fait se base sur la mise à jour du classement UCI. Et comme je l'ai évoqué, l'Union cycliste internationale ne met pas à jour les courses avant qu'elles soient terminées. C'est-à-dire que dans l'update d'aujourd'hui, on n'a aucune étape, pardon, aucune étape du Tour d'Italie qui est comptabilisée. Ce pourquoi Astana est encore 60 points derrière la formation néerlandaise. Il faudra attendre la fin du Tour d'Italie pour voir le total de toutes les étapes, de tous les classements annexes et du général, bien entendu, pris en compte dans les différentes mises à jour, dans la mise à jour, pardon, plutôt de la fin du mois, du classement UCI. Mais virtuellement, vous pouvez déjà considérer que Astana est devant la Team Picnic. UnoX, on les avait laissés un petit peu de côté. UnoX avait baissé un petit peu pavillon, malheureusement pour eux. On sait que c'est compliqué, pareil, il n'y a pas de réserve et c'est une équipe qui fait des coups, qui marque beaucoup de points parfois sur des séquences très courtes. C'est ce qui permet de les maintenir un petit peu à flot dans la lutte. Ça a été le cas ce week-end, il y a eu un paquet de points qui ont été pris. Ils ont fait 2.2 deux épreuves de classe 2 pardon, en Norvège et je crois qu'ils ont ramené quasiment 200 points, donc c'est assez énorme. Il n'y avait personne au départ, hein, zéro concurrence, c'est un petit peu jackpot pour les deux courses. Il y a eu aussi des bons points de prix un petit peu à droite et à gauche. Résultat des courses, on se retrouve quasiment à 20 000 points, c'est ce qui permet de les maintenir un petit peu au classement. On est encore loin du compte, hein, il y a 1300 points d'écart, 1250 points d'écart avec Picnic, qui ne sera plus l'équipe à suivre entre guillemets, puisqu'elle sera relégable. Pour l'instant, c'est donc virtuellement Astana qu'il faut atteindre. Donc il y aura pareil 1200 points. Il y a 2000 points d'avance, 1850 avec Cofidis. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Il aurait vraiment fallu un gros concours de circonstances pour que UnoX puisse envisager reprendre Cofidis. Mais là, quand même, l'effectif de Cofidis est intéressant. Ils font un bon début de saison, hein, je le dis et je le répète. On n'est pas du tout dans la situation de la saison passée où Cofidis était catastrophique, au moins jusqu'au mois de mai à la victoire de Benjamin Thomas. Là, pour l'instant, il y a clairement pas à rougir. Alors, il y a des déceptions, Dylan Teuns en fait partie. Bourman, moi je trouve que c'était une erreur de recrutement. Il y en a d'autres pour lesquels je doute, comme Mas, etc. ou voilà, d'autres coureurs. Mais il y a aussi quand même un bon début de saison qui est réalisé. Peut-être qu'il y a une gestion qui est un peu complexe et peut-être qu'on tire un peu trop sur la corde chez certains coureurs. Mais à l'instant T, il n'y a clairement pas à rougir des résultats. C'est juste Astana qui fait un super début de saison. Vous le voyez, Cofidis a repris 1000 points depuis le début de l'année à Picnic. Ils reprennent aussi du terrain largement par rapport à Arkea BNB Hotel et je crois qu'ils sont dans le top 15 du classement UCI. Donc pour une formation qui est censée lutter pour le maintien, c'est plutôt une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se sauver, mais pour l'instant, les résultats sont plutôt assez intéressants. Certes, on s'est trouvé ce week-end, mais voilà, on n'est pas UAE, donc on ne peut pas tous les week-ends, toutes les semaines, aller faire 500 points. Donc à voir ce que ça va donner. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, pour moi, l'élément problématique en ce qui concerne la Cofidis, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe de développement. Et j'ai peur pour les coureurs de Cédric Vasseur, pour l'ensemble de l'effectif, qui est une vraie grosse fatigue physique qui se met en place à partir d'un moment. Je trouvais Aramburu très fatigué, en tout cas beaucoup moins performant là, sur la fin du week-end breton. Il faudra voir comment on sort du Tour de France, là où peut-être, comme on a beaucoup moins couru chez Picnic, on aura une fraîcheur supplémentaire pour aborder les 3 derniers mois de la saison. Donc on verra ce qu'il en est. Quand on n'a pas de parti pris comme moi, on se dit que ça va plutôt être une lutte assez passionnante, je trouve, entre Cofidis et Picnic.
Et on verra bien, comme je le disais, ce qu'il en est. Bref, je pense avoir fait le tour. Ça fait 25 minutes d'émission, donc c'est plutôt pas mal, surtout sans interactivité. J'en suis désolé, encore une fois, je préfère 100 000 fois quand vous êtes avec moi, parce que ça me permet de rebondir à toutes vos questions et rebondir sur toutes vos remarques. Retour à la normale mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée à tous, et on se donne rendez-vous demain à 13 h pour le débrief de la 4e étape du Giro notamment. Bonne journée à tous, ciao!